Merci de m'avoir invité à participer à cette série de webinaires à destination de tous les étudiants de master et les doctorants. Simplement pour dire, bon, je suis professeur honoraire à l'université d'Aix-Marseille. J'avais créé précédemment le LAIR Team et je suis content de voir la continuité qu'il y a dans l'action. Et je me propose donc de vous parler un petit peu d'une réflexion que j'ai menée et qui m'amène à formaliser un petit peu l'évolution du traitement de l'information en recherche aujourd'hui vers ce que j'appelle une approche systémique, parce qu'il y a une cohérence, une interaction entre les différentes organisations, entre les différents chercheurs, et c'est ça qui fait ce qu'on peut appeler un système. Et on va de plus en plus vers ce système. Alors ça a des avantages, ça a pas beaucoup d'inconvénients, mais surtout des contraintes, et il faut en être conscient. Je vais essayer de faire un petit panorama dans un premier temps de ce que l'on peut déjà, ce sur quoi on peut tomber d'accord concernant ce qui caractérise le traitement de l'information en recherche et l'évolution de la recherche. Et puis ensuite, j'essaierai, à travers un certain nombre d'exemples très concrets, je vous donnerai donc les références sur le web en particulier, si vous voulez vous y reporter, des exemples assez concrets d'initiatives, d'organisations qui se sont mises en place, d'initiatives qui existent, de standardisation notamment, parce que c'est un maître mot, vous allez voir, je vais le répéter de très nombreuses fois, mais ça caractérise l'évolution que l'on peut noter aujourd'hui dans le traitement de l'information en recherche, et tous les gens qui font de la recherche ou qui animent des équipes de recherche doivent avoir absolument conscience de ce qui se passe dans ce domaine-là. Voilà, donc un petit tour d'horizon avec des opportunités, des besoins nouveaux dans le traitement de l'information en santé, tout le monde en est bien conscient. Les besoins de la recherche et du traitement de l'information en santé il y a des besoins classiques que tout le monde connaît, l'exigence de l'intégrité scientifique, ça veut dire exigence d'une certaine méthodologie, une exigence sur le recueil des données, sur la rigueur de la définition des données, etc. Je n'y reviens pas, ce sont les besoins classiques. Améliorer les savoir-faire en épidémiologie, en recherche clinique, eh bien, c'est par définition la démarche de la recherche. Tout le monde est d'accord là-dessus, j'espère. Disposer de méthodes d'analyse adaptées, bien sûr. Ça aussi, ça va sans dire. Il fallait un petit peu le rappeler, mais il y a un consensus total là-dessus. Ce sont les besoins classiques. Il n'y a pas beaucoup de débat là-dessus. Et puis, des approches multidisciplinaires qui se font jour de plus en plus. Plus on rentre dans la complexité des questions de recherche, et plus cette démarche est nécessaire. Si je rappelle multidisciplinaire, ça veut dire également, ce que je veux dire, c'est que les traitements de l'information que l'on va avoir, auxquels on va être confronté, va avoir à prendre en compte cet aspect multidisciplinaire, cette différence de type de données, par exemple, et on en reparlera tout à l'heure. Et puis, au-delà de ces besoins que tout le monde connaît bien, et sur lesquels il n'est pas question de faire de grands discours, il y a des opportunités. Il y a des opportunités parce que, justement, dans le cas du traitement des données et des technologies, il y a ce qu'on appelle l'apparition des big data, et puis le développement absolument fantastique des technologies de l'information et de la communication, qui amènent des opportunités nouvelles, qui amènent des possibilités, qui amènent des hypothèses nouvelles, ou en tout cas des orientations possibles, et qui ne l'étaient pas jusqu'à aujourd'hui. Donc ça va changer un petit peu le paysage. Et puis il y a des besoins plus récents qui apparaissent, en particulier tout ce qui concerne le partage des données, la transparence des données, je vais y revenir, c'est un point très important, qui va amener un certain nombre d'initiatives dont je vais parler, la transparence des données, et puis la maîtrise des coûts, qui est quand même un facteur important, et on sait que aujourd'hui, les coûts sont assez souvent une difficulté dans le développement de la recherche. Donc, ceci, c'est un petit tour d'horizon rapide sur la situation que l'on peut envisager. Alors maintenant, je vous propose un petit panorama de l'évolution de la situation qui pousse petit à petit, insensiblement mais sûrement, à envisager différemment l'organisation du traitement de l'information. Et je vous montrerai ensuite, donc, par quelques exemples, comme je l'ai déjà dit, comment cette organisation se met en place et quelles sont les initiatives significatives que l'on peut noter actuellement. Si vous voulez, on va vers une vision systémique. Une vision systémique, c'est donc une vision qui intéresse plusieurs acteurs, plusieurs intervenants, plusieurs équipes de recherche, plusieurs centres de recherche, pour amener de la cohérence sur les actions
d'une part, de la création de valeur, bien sûr, parce que la création de valeur, eh bien, c'est la création de connaissances dans le domaine de la recherche, hein. Une productivité accrue. Pourquoi une productivité accrue? Parce que justement les coûts dont on a parlé sont importants et qu'il faut tirer le maximum d'informations et de connaissances des outils dont on dispose. Et puis bien sûr une vision qui veut améliorer la connaissance, c'est le but même de cette démarche de recherche. Alors ça c'est le panorama que je vais faire assez rapidement et puis je vais vous montrer un petit peu quelques approches et initiatives qui vont faire évoluer ou qui participent actuellement à cette évolution. Alors je prends un exemple sur les évolutions actuelles dans mon tour d'horizon. Simplement, je vais aborder le problème des essais contrôlés, juste quelques points sur lesquels, là aussi, il n'y a pas grand débat, mais pour essayer de repositionner les questions. Bon, on sait très bien que les recrutements dans les essais thérapeutiques, en particulier dans ces contrôlés, sont longs. C'est un des problèmes auxquels on est confronté. Recrutement long, ça veut dire qu'on a des résultats qui sont différés. C'est en quelque sorte un temps qui est gênant. Éventuellement, on peut le qualifier de perte de temps. Voilà, c'est une difficulté, ce recrutement long. Donc, évidemment, quand on identifie une difficulté, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, ipso facto, on va être amené à dire comment peut-on envisager d'avoir un recrutement moins long, puisque c'est une difficulté, comment la contourner. La mise en œuvre est élevée, à des coûts élevés, bien entendu. Deuxième point, et quand je parle de recrutement long et de coûts élevés, on sait très bien qu'on a déjà utilisé par le passé, ceci n'est pas nouveau, des outils permettant de, par exemple, il y a des recherches qui ont été faites dans un certain nombre de centres qui sont avancés sur la façon d'améliorer ce recrutement en allant chercher dans des systèmes d'information hospitaliers, par exemple, des gens qui pourraient être éligibles à des études cliniques, donc pour améliorer encore ce recrutement. D'où intervention de ces technologies de l'information et de la communication. Le protocole est rigide, il est rigoureux, mais il peut être qualifié également de rigide, c'est-à-dire qu'il confine, on le sait très bien, à une étude qui est expérimentale, et donc on est un petit peu in vitro dans certains cas, ou en tout cas ça peut être qualifié de la sorte, alors que ce qui nous intéresse, c'est bien sûr les résultats in vivo et dans la vie courante. Et ça, c'est une question qui apparaît de plus en plus, qui était toujours d'actualité, bien entendu, hein, par définition de la méthode expérimentale, mais c'est quelque chose qui maintenant est de plus en plus prégnant et de plus en plus évident. La collecte des données pose problème également, et les méthodologies d'évaluation alternative se développent, le développement des outils de la recherche de la Mobile Health amène des solutions, là aussi des solutions par rapport à cette collecte de données, elle est du côté technologique, mais bien sûr elle ne va pas sans un certain nombre de difficultés concernant notamment les problèmes de standards et d'interopérabilité. Comme vous le savez, tout capteur que l'on peut mettre en place dans une étude quelconque va amener de la donnée bien sûr, mais pose éventuellement des problèmes d'interfaçage, etc. Et bien sûr, plus ces problèmes d'interfaçage sont importants et nombreux, et plus ils retardent et augmentent les coûts éventuellement. Donc il y a une question à se poser là-dessus. Nous avons des outils à travers la Mobile Health et tous les capteurs qui sont disponibles aujourd'hui, et il y en a de plus en plus, comme vous le savez. Très bien, c'est un outil intéressant. Pour autant, il ne faut pas qu'il amène des coûts ou des problèmes liés à cette nouvelle technologie. On voudrait bien avoir tous les avantages, mais pas avoir les inconvénients qu'amènerait la technologie mal maîtrisée et sans standard. D'où, voilà cette évolution quand même des essais contrôlés et des nouvelles problématiques qui se posent, des nouveaux problèmes qui se posent. Il y a un autre aspect qui est bien connu également, c'est la recherche clinique et tout ce qui se passe après l'autorisation de mise sur le marché. La recherche post-AMM, on sait très bien que, par exemple, je vais prendre juste deux exemples, hein, mais c'est pour voir un petit peu quelles sont ces évolutions et les problématiques qui se posent aujourd'hui. Il arrive que les effets indésirables des traitements soient sous-évalués. Lors de l'essai clinique, on sont sous-évalue pour des problèmes éventuellement dans certains cas de représentativité d'échantillons, c'est le côté plutôt expérimental dont j'ai parlé, et puis pour des problèmes liés à la durée des études, parce que la durée d'études est relativement courte, en tout cas au regard d'une utilisation de médicaments à long terme, et que donc évidemment on peut être en défaut à ce moment-là. Il y a quelque chose qu'il faut aller chercher un peu plus loin que simplement l'essai thérapeutique, parce que dans certains cas on peut être en défaut ou en difficulté, voire établir une connaissance qui n'est pas valide au cours du temps, par exemple.
Et puis un deuxième élément, c'est la tendance à vouloir réduire les essais cliniques expérimentaux et à chercher à étendre les conditions, disons, d'études à ce qu'on appelle la vie réelle. C'est ce à quoi je faisais allusion tout à l'heure en disant, voilà, on est un petit peu dans une expérimentation in vitro, alors que ce qui nous intéresse, c'est bien sûr l'usage de la thérapeutique qui fait l'objet de l'étude, in vivo, dans la vie réelle, etc. Voilà. Donc tout ça, c'est bien connu, hein, c'est bien connu, mais ça amène des réflexions qui vont aller dans le sens de l'utilisation des technologies, de l'information et de la communication, et dans une structuration supplémentaire. Alors je vais passer sur les 5 points que je vous ai listés ici, sur la problématique générale de la recherche. Il y a un certain nombre de points qui concourent justement à cette gouvernance qui se met en place, et je vais essayer d'en faire la démonstration. Il y a d'une part le point qui concerne les évolutions réglementaires, j'y reviendrai. Je vais passer en revue ces différents points, les évolutions réglementaires, les évolutions technologiques, les faits établis, ou plus exactement la demande de faits établis qui est très très importante et de plus en plus importante, hein. L'évolution des coûts qui bride, limite cette demande, c'est un petit peu une contradiction, ou en tout cas un dilemme. On veut de plus en plus de faits établis, on veut de plus en plus d'études cliniques, mais on a des coûts qui augmentent, et on n'a pas forcément les moyens de suivre. Donc ça, c'est le 4e point. Et puis le 5e, c'est le numérique et les big data que j'ai identifié. Je n'ai pas mis dans le même lot les évolutions technologiques et le numérique et les big data. Les évolutions technologiques ici, comme vous le verrez, c'est plutôt tout ce qui concerne les capteurs, et le numérique et les big data, c'est tout ce qui va être les traitements de ces données que l'on va avoir à travers ces évolutions technologiques. Tout ça concourt à constituer et à considérer que les données sont des ressources. Jusqu'à présent, c'est juste un outil, chacun utilisait les données qu'il recueillait, mais on n'avait pas cette vision. La donnée est une ressource, et si c'est une ressource, alors elle devrait être réutilisable. C'est ça que ça veut dire. C'est une ressource, on devrait pouvoir, on va essayer de se donner les moyens de la rendre réutilisable. D'où, évidemment, si on veut la réutiliser, encore faut-il savoir qu'elle existe, savoir la qualifier et savoir finalement la gérer, d'où la démarche vers une gouvernance de plus en plus forte, une structuration des problèmes et éventuellement la mise en place de plateformes. Je reviendrai, c'est un des points importants que je voulais mettre en exergue dans cette petite intervention. Et puis, cette plateforme, pourquoi? Bien, c'est pour partager et permettre à d'autres de bénéficier de cette ressource qui a peut-être été recueillie dans le cadre d'une étude ou d'une autre, et la mettre dans ces plateformes pour permettre à tous les acteurs d'en bénéficier ultérieurement. Et ça, c'est un point très très important. Alors, je reprends les différents éléments. D'abord, les évolutions réglementaires. Eh bien, l'évolution réglementaire, c'est la recherche clinique dans un environnement législatif qui évolue. On cherche à améliorer la qualité de la gestion et de la recherche. On cherche à promouvoir les bonnes pratiques. Il y a une politique ici qui est développée partout de par le monde pour faciliter, promouvoir un environnement de recherche collaboratif, parce qu'on a bien compris que c'est comme ça que l'on peut aller plus vite et mieux en partageant ressources et patients, information sur ces patients, et finalement gagner du temps dans la course, qui est la course dans le domaine de la recherche en biologie et en médecine. La structuration, elle se met en place petit à petit avec la création de structures. Alors je mets en exergue là uniquement les évolutions réglementaires, mais si on regarde ce qui s'est passé, par exemple en France, mais on va retrouver exactement le même genre de dispositif ailleurs. Par exemple, on a mis en place des délégations interrégionales de recherche clinique. Ce sont des structures qui ont vocation finalement à organiser, réglementer, c'est ce qu'on va pouvoir appeler des gouvernances. Alors, est-ce qu'elles sont très appliquées, est-ce qu'elles vont au fond de ce qu'il faudrait faire, c'est une autre question, mais c'est une structuration qui est mise en place alors qu'elle n'existait pas il y a encore quelque temps. C'est ça que je veux souligner. Par exemple, dans les CHU, la mise en place des départements de recherche clinique sont aussi des outils qui sont mis en place, et la circulaire, par exemple, du 26 mai 2005 exprimait bien pourquoi il serait intéressant de mettre en place, et il est intéressant de mettre en place ces outils pour améliorer la lisibilité, la cohérence, encore une fois, facteur de productivité, l'efficience des moyens qui ont été dédiés à la recherche. C'est pour ça que ça se met en place, et c'est pour ça que ça se structure de cette façon-là. C'est ça l'action politique qui est menée. Donc premièrement, structuration. Deuxièmement, évolution technologique.
C'est ce qui caractérise les 10 dernières années, 10-12 dernières années, c'est le développement des technologies biologiques, des technologies, donc de la biologie elle-même. C'est pour ça que j'ai dissocié évolution technologique et big data du traitement de l'information et des connaissances qui vont changer beaucoup le panorama si on réfléchit un petit peu à ce qui se passe en biologie moléculaire. Voilà, il suffit de citer le nom pour comprendre le développement de ces technologies. Le développement des capteurs biologiques qui va de pair avec ces développements technologiques et qui fournissent quantité de données. Alors effectivement, maintenant, à partir du moment où on a des données, la question est de savoir où je vais les mettre, sous quelle forme je vais les mettre, comment je vais les traiter, comment je vais en profiter pour faire de l'aide à la recherche. Et on va avoir des bases de données centrales éventuellement, et ces bases de données centrales, comment va-t-on les exploiter, puisque les outils sont là, la capacité à avoir de l'information pertinente, si possible, bien sûr, est là. Comment va-t-on s'organiser pour gérer ces bases de données centrales? Et dans ce contexte, on comprend bien toute l'importance que prennent les technologies de l'information et de la communication de plus en plus, parce que ce ne sont pas uniquement des outils de traitement, comme ça avait été vu par le passé il y a une quarantaine d'années, simplement être capable de faire des statistiques et des modèles statistiques et de développer des programmes de ce type pour avoir les résultats de la recherche. Là, c'est vraiment l'outil. Aujourd'hui, les technologies de l'information et de la communication, bien sûr, ont encore cette caractéristique d'outil et servent à développer des outils de recherche statistique et des packages de recherche statistique, bien entendu, vous savez ça. Mais en plus, c'est un support de la recherche qui est de plus en plus important parce qu'il participe à l'organisation de la saisie, à l'organisation de la coordination, et c'est vraiment dans un processus que ça s'inscrit aujourd'hui, et les technologies de l'information et de la communication contribuent de cette façon, de manière beaucoup plus systémique, à la recherche. C'est ça mon propos. Troisième point, l'accroissement de la demande. Bon, il y a un nombre élevé d'essais en cours, vous le savez, et aujourd'hui, on n'a pas de solution permettant de partager des informations et des connaissances. Et on n'a pas de solution, ça veut dire que c'est un frein à la transparence, c'est un point important, je l'ai déjà cité, je vais y revenir parce que c'est important. La transparence est un point important et il y a une demande de plus en plus forte qui est faite sur cette transparence. En particulier, donc on passe là au niveau des exigences maintenant, cette transparence elle est demandée par tout le monde, il y a eu, vous l'avez certainement entendu, sur un certain nombre de débats concernant des problèmes d'utilisation de données qui n'étaient pas forcément d'une grande honnêteté. C'est pour ça que tout à l'heure, sur ma première diapo, je faisais apparaître la notion de rigueur et d'intégrité scientifique. Ça n'a pas toujours été le cas, et aujourd'hui, on demande plus de transparence. On demande plus de transparence, et il faut savoir que le comité international des rédacteurs de revues médicales s'est exprimé dans un très récent article qui est paru dans le New England Journal of Medicine. C'était fin du printemps, au début de l'été, là, cette année, en 2016, qui a pris position sur le partage des données des essais cliniques. Voilà. Et qu'est-ce qu'il propose? Il propose de dire, pour être publié, il faudra fournir les données. Alors bon, c'est pas pour aujourd'hui, mais il faut voir qu'on est dans cette perspective. Avoir une transparence sur les données. Et c'est une condition qui va se mettre en place de plus en plus. Certains sont déjà sur cette dimension, mais c'est quelque chose qui va devenir en quelque sorte un standard. Donc il faut bien savoir qu'à partir du moment où le principe est posé, après les modalités d'exercice du principe c'est autre chose, il va falloir s'en donner les moyens, autrement dit, mais le principe est posé. Donc c'est extrêmement important d'identifier ce point-là. L'évolution des coûts, bon, je ne vais pas être trop long là-dessus, tout le monde le sait très bien. Actuellement, on a des infrastructures qui sont fragmentées, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les bases de données sont incompatibles, ça veut dire qu'il y a beaucoup de travail informatique, ça veut dire qu'il y a des coûts qui augmentent, simplement. Voilà. Et la transformation numérique et l'arrivée du big data, évidemment, a changé beaucoup de choses. Le recrutement des patients avec le e-recrutement, comme vous le savez, la capacité à travailler avec de nouvelles, à un autre niveau, ce qu'on appelle l'échelon populationnel pratiquement, se fait jour avec des capacités nouvelles de traitement, avec l'amélioration de l'exploitation des grandes bases de données. Par exemple, en France, c'est le SNIRAM, vous avez certainement dû entendre parler de ça, à des fins d'évaluation, à des fins de génération d'hypothèses, à des fins de vérification d'hypothèses. Bon, ça a été
le cas par exemple avec le Mediator, on a utilisé ce genre d'informations pour avoir la preuve en quelque sorte de l'hypothèse qu'avait formulée le docteur Frachon sur le Mediator et ses effets pervers, néfastes tout au moins. Ça veut dire qu'on a jusqu'à présent développé des systèmes d'information en archipel. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire que chacun sur un îlot, de manière isolée, a défini et a vu le traitement des données de manière indépendante. Le PMSI d'un côté, le système d'information hospitalier, le dossier médical informatisé, la veille sanitaire, la vigilance, la télémédecine, la recherche clinique, l'épidémiologie, tous ces champs d'activité que je viens de citer se sont organisés indépendamment les uns des autres pour traiter des données qui souvent étaient identiques, voire ou peut-être similaires, en tout cas avaient une grande proximité et le plus souvent étaient relatives à un patient donné, ce que l'on oublie un tout petit peu. Quand vous regardez tout ça, c'est chaque fois vous avez au centre de tout ça le patient. Mais chacun avec ses missions est parti dans son organisation indépendamment les uns des autres et on a mis en place des organisations insulaires et nous connaissons bien les organisations insulaires. Les organisations insulaires, elles sont faiblement communicantes et pour cause. Elles ont des contraintes qui sont fortes, elles sont monofonctionnalités, quand on fait de la recherche clinique, on ne s'intéresse pas au dossier du patient par exemple, voilà. Elles sont en monofonctionnalité, et donc de ce fait, elles ont des coûts importants parce que cette donnée qui est gérée par les uns et par les autres n'est pas mutualisée, n'est pas standardisée, n'est pas partageable, et donc les coûts augmentent parce que chaque fois, on est obligé de reprendre le problème de la gestion de ces données indépendamment. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les deux mondes qui étaient complètement différents il y a encore une quinzaine d'années, le monde des soins et le monde de la recherche, se rapprochent à travers les méthodes que l'on est amené à utiliser parce qu'on en a les moyens. Le monde des soins, par exemple, eh bien, il est organisé, la saisie des données et la collecte des données est organisée sur le patient, elle est centrée sur le patient, alors que le monde de la recherche est organisé sur l'étude. C'est pas le même objet qui est au centre de l'analyse. Les données sont fournies en fonction de l'état du patient dans les soins, elles sont recueillies en fonction du protocole dans le domaine de la recherche. Et le protocole, il est donné a priori, il ne suit pas l'état du patient. Il n'y a pas de standard dans le domaine des soins. Il y a un standard dans le domaine des soins, HL7 par exemple, il n'y a pas de standard, ou en tout cas on ne s'est pas trop préoccupé de ces aspects-là dans le domaine de la recherche. Quand on va se poser la question de dire comment je peux bénéficier des données qui sont engrangées par les uns et par les autres, la question du standard va devenir absolument centrale. Donc on va vers des approches qui soient plus systémiques pour empêcher cette approche par îlot. Évidemment, c'est une politique à long terme, je ne suis pas en train de vous dire que ça va se passer demain matin, mais c'est en cours, et c'est ça qu'il faut regarder, pour essayer de lier, de réconcilier, de gérer des données. Aujourd'hui, si on regarde ce qui se passe, les solutions actuelles qui sont disponibles pour nous, les données sont jusqu'à présent verrouillées dans chacune des applications cliniques. Ce que propose la mise en place des plateformes actuelles, j'en donnerai quelques exemples, de nouvelle génération, c'est justement la possibilité de faire, à travers des portails qui se mettent en place, qu'on va appeler un tiers parti ou un tiers de confiance dans certains cas, va permettre justement des études croisées parce que ces données vont être accessibles à travers ce portail, alors qu'elles sont verrouillées actuellement dans chacune des applications. Plusieurs systèmes pour un utilisateur. Je fais 3 études multicentriques, j'ai 3 systèmes qui se mettent en place en général, donc c'est ça que je veux dire, alors qu'avec des plateformes, on a des informations qui sont ciblées via un portail, et je n'ai plus qu'un applicatif, je n'ai plus qu'une interface devant moi, j'en ai pas plusieurs, avec que ça implique en termes de développement, en termes de coûts, en termes de temps passé pour se familiariser avec l'interface et avec les outils. Interface propriétaire dans un cas, aujourd'hui c'est ça, la plupart du temps, et la recherche d'interopérabilité et d'uniformisation d'accès aux données. Les cycles d'évolution des outils sont lents ici, bien sûr, on met en place ceci petit à petit, alors qu'ici on cherche à mettre en place rapidement des portails configurables et avoir des architectures ouvertes qui permettent d'intégrer des données. Voilà la nouvelle façon de concevoir la gestion des données, et c'est ce que j'ai appelé cette vision un petit peu systémique. Alors il y a des initiatives, et je vais vous donner quelques exemples.
Par exemple, ce qui a été fait au centre de recherche clinique, c'est à Harvard notamment que ça s'est développé, c'est l'initiative Data Sharing Future Vision, qui propose vraiment une politique, c'est-à-dire d'abord une structure organisationnelle et une gouvernance. Il y a une coordination qui a été mise en place, elle est centralisée, voilà, elle est internationale, et elle est organisée sans but lucratif. Ça, c'est un point important. Sans but lucratif, bien qu'il y ait quantité d'acteurs, et certains sont dans le domaine marchand, des big pharma par exemple. Deuxième point, c'est le portail centralisé et unique qui est mis en place. Je vous allais donner la teneur finalement, en tout cas ce que ça poursuit comme objectif, c'est une interface utilisateur seul et avec moteur de recherche pour avoir, disons, des informations sur les essais dans le monde entier, qui se développent dans le monde entier, des exigences pour les données. C'est-à-dire, évidemment, à partir de ce moment-là, on va édicter des normes, et on va dire, voilà, si vous voulez travailler de cette façon-là, voilà comment on travaille. Et c'est pour ça que je vous fais ce petit exposé. C'est justement parce qu'il faut tenir compte de cette évolution pour se mettre aux normes et voir, ou les regarder, et être informé de ce que ça demande aujourd'hui, pour ensuite, eh bien, répondre demain à ces exigences. Et puis, mise en œuvre d'ontologie de données, donc il y a tout un arsenal derrière ces outils de plateforme qui permettent justement de régler un certain nombre de problèmes d'intégration de données pour faire des analyses ad hoc. Et puis, toujours dans cette initiative, des services communs qui sont proposés, qui sont partagés, par exemple pour la déidentification des données. C'est un problème important qui concerne tout le monde, dans tous les pays. On se pose ce genre de questions concernant l'usage des données qui sont des données personnelles, centrées sur le patient, comme je le disais, à des fins de recherche, sans pour autant mettre en cause les libertés individuelles et la confidentialité qu'on doit à chacun. Des services statistiques qui sont produits également, qui sont sur la plateforme et qui peuvent être utilisés à des fins de recherche. Et puis une grande flexibilité, c'est ce qui est recherché pour répondre à différents besoins de recherche avec des possibilités d'accueillir des données ou de les télécharger. C'est-à-dire que le modèle est extrêmement souple, assez peu rigoureux bien entendu dans la gestion des données, parce qu'autrement on ne sait plus très bien de quoi on parle concernant ces données. Rigoureux dans la gestion des données, mais souple dans les utilisations qu'on peut en faire. Alors, le centre dont je vous parlais, c'est celui-ci, c'est le Multi-Regional Clinical Trials qui a lancé cette initiative. Au départ, vous voyez, il est initialisé par Pfizer en 2009, et puis après, petit à petit, d'autres industriels sont arrivés, et puis c'est mis en place sous forme d'une organisation à but non lucratif pour travailler sur la convergence entre les réglementations locales, les meilleures pratiques internationales. Il y a une démarche, quand on dit on veut mettre en place les meilleures pratiques internationales, vous comprenez bien qu'il y a là derrière une démarche de standardisation, qu'on le dise comme ça ou autrement, mais c'est bien ça, et ça veut dire de cette façon-là, c'est une organisation, c'est un management différent. Donc ce centre développe des conseils, met en place des ressources et des outils, développe des outils pour la transparence et le partage des données, et cette infrastructure est disponible sur le web comme vous allez pouvoir le trouver. Et voilà le projet, c'est que le chercheur peut y trouver un portail pour savoir exactement ce qui se passe au niveau des essais cliniques. Il peut également, à travers cette plateforme, y trouver l'accès à des données qui vont être gérés dans cet entrepôt, dans cette comment dirais-je, plateforme qui va permettre justement la réutilisation des données suivant les différentes thématiques de recherche. Il n'y a pas de raison que les données ne soient pas réutilisables. Et là, ce qui est intéressant, c'est ce qu'a proposé l'Institute of Medicine. Donc c'était l'année dernière, ce papier de l'année dernière, justement sur le partage des données dont je parlais tout à l'heure et qui faisait l'objet d'une demande forte à travers l'article dans le New England Journal of Medicine. Eh bien, c'est tout ce que l'on peut faire. À quel moment faut-il partager ? Quand faut-il partager et qu'est-ce qu'on va partager au fil du développement d'une étude? Alors voilà, ici on vous dit, voilà, on partage un certain nombre de choses, ici des données qui sont résumées, et puis ensuite, après la publication, eh bien, on va pouvoir donner des résultats publiés, et puis à la fin de l'étude, quelle que soit la façon dont elle va se terminer, cette étude, on doit pouvoir partager toutes les données. Voilà un plan sur qu'est-ce qu'il faut faire et comment faut-il faire pour amener
un meilleur partage, un meilleur usage des données et en même temps une meilleure transparence. Je vais passer sur cette diapositive et venir directement sur la notion de standard. Alors, il y a le PCORI dont je voulais vous parler. C'est donc un institut qui s'appelle le PCORI, Patient Centered Outcome Research Institute, qui a donné un certain nombre de standards méthodologiques. Vous trouvez ça sur Internet sans aucune difficulté. Et voyez, vous avez des standards de toutes sortes qui sont mis en place actuellement dans ce domaine. Vous en connaissez certainement. Pour certains d'entre vous, je suis sûr que ça n'est pas une découverte, mais c'est simplement déjà un rappel. Des standards pour formuler des recherches, des questions de recherche, des standards pour assurer l'intégrité des données, des standards pour juger des effets de traitement, etc. Tous ces standards conduisent ensuite, il y en a d'autres ici sur la façon de gérer les données dans les réseaux, dans les registres, etc. Bon, tous ces standards contribuent à finalement aller vers un système d'information. Si tout le monde applique le standard, à un moment donné, les partages sont plus faisables, la communication entre les gens est plus rapide, et en tout cas est facilitée par l'application du standard, et ensuite, évidemment, on a la possibilité beaucoup plus facilement de mutualiser les données, puisqu'elles ont été recueillies avec une méthodologie standardisée. Bon, il y a d'autres initiatives. Je ne peux pas ne pas nommer le modèle Bridge, qui est un modèle qui est déjà un petit peu ancien, il date au moins d'une quinzaine d'années, hein, qui a été développé, et qui est une collaboration entre le NCI, le National Cancer Institute, la FDA aux États-Unis, et puis le consortium HL7, qui justement, comme vous le voyez, est une instance de normalisation et de standardisation. Voilà, pour fournir des standards d'échange et pour permettre le partage des données. C'est créer un modèle pour organiser et harmoniser les standards de la recherche clinique. Voilà l'objectif de cette initiative. Donc c'est quand même important de bien noter tout ça. Ça a donné lieu ensuite à la démarche de modélisation de CDISC. CDISC, c'est Clinical Data Interchange Standards Consortium. C'est là aussi un consortium qui s'est fait, bien sûr, avec HL7, là aussi, et on peut noter la cohérence de cette démarche qui, au fil du temps, construit petit à petit des modèles qui soient adaptables à la recherche clinique. Évidemment, le consortium CDISC évolue un petit peu trop lentement au sens où le demandent les chercheurs, et donc il y a d'autres éléments qui se sont mis en place à partir de ces disques, et notamment voilà des réseaux de données qui sont mis en place. Plusieurs organisations aux États-Unis, au Canada, en Europe se sont développées à partir de lois qui ont été édictées, par exemple IPA aux États-Unis, et puis chez nous c'est tout ce qui concerne la confidentialité des données, hein. Donc on ne peut pas passer outre cette réglementation, bien sûr. Mais après, à partir de ces standards qui sont donnés pour la déidentification des données, on est capable de mettre en place des réseaux de données avec des normes pour les réseaux de données, avec une application dans le cadre de certains réseaux pour faire de la recherche. On est dans un domaine de recherche ici. Et chaque fois, on va retrouver dans un certain nombre de ces initiatives, que je ne vais pas toutes citer bien entendu, mais je vous donnerai juste que quelques éléments, je suis presque au bout de mon temps. Donc, une organisation, donc il y a une structure, il y a une gouvernance, il y a une meilleure communication avec la clinique et les données, voilà ce qui est recherché, c'est-à-dire réutiliser les données, c'est ce que j'ai affirmé au tout début, c'est le data reuse qui est extrêmement important, des données qui répondent à des standards, je reviens, c'est le maître mot, des services qui vont être partagés à partir du moment où les données sont standardisées, mais les données pourront être partagées et réutilisées, et puis des plateformes. C'est en général comme ça que cette politique se concrétise, c'est par la mise en place des plateformes opérationnelles pour faciliter l'accès et la réutilisation des données. Alors, on a notamment un partenariat qui s'est mis en place qui s'appelle OMOP. Là aussi, vous pouvez le trouver facilement sur Internet, hein, omop.org. Et ça a développé un modèle commun de données, un Common Data Model, et même un Common Vocabulary Model, un CVM, qui permet justement de dire si vous êtes compliant, si vous appliquez ce modèle, alors vous allez pouvoir échanger des données et participer à des études qui vont être plus facilement mutualisables et on va avoir de plus grandes facilités à travailler ensemble. Alors ce PCORI a développé un certain nombre ou soutient tout au moins, puisque c'est un institut, hein, il soutient d'autres actions, et
particulièrement des infrastructures de recherche qui mélangent un certain nombre d'initiatives qui sont des recherches centrées sur le patient, qui sont à l'initiative et qui sont développées par les patients directement. Voilà, premier élément. Deuxième élément, c'est des réseaux de recherche, et il y en a 13 ici, en tout cas il y en avait 13 lorsque cette diapo a été faite, et puis d'autres infrastructures pour la recherche clinique, et tout ça, ça contribue à faire du partage de données qui permet de rapprocher les individus, les soins et la recherche. Et ça, c'est extrêmement utile et extrêmement important, cette initiative de PECORI, je crois que vous devez le connaître. En particulier, j'en ai cité juste 4 ici pour fixer les idées, mais il y en a bien plus, vous en avez toute une liste sur Internet, hein. Notamment, je cite ici le Phelan-McDermid Syndrome Data Network. Je le cite parce qu'il a été développé notamment à Harvard par un de mes anciens élèves qui est maintenant associé professeur à Harvard, qui est Paul Avilac, et Paul Avilac, je crois que vous en avez déjà un petit peu parlé, ou en tout cas en a parlé dans un de ces web séminaires qui sont organisés ici dans le cadre du master. Je crois que c'était l'année dernière, ou peut-être même cette année, je ne me souviens plus exactement, mais enfin, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant et qui se développe énormément aux États-Unis actuellement. Il y a d'autres initiatives, par exemple PScanner. Pourquoi je vous ai cité d'abord le Phelan-McDermid syndrome, parce que c'est centré sur une pathologie, mais vous avez d'autres initiatives qui sont beaucoup plus centrées sur le patient. Et par exemple, ici, celle-là, elle est quand même assez intéressante. Elle intéresse 21 millions de patients dans 50 États aux États-Unis. C'est pour ça quand même qu'il faut savoir que les choses se passent, bougent et évoluent là depuis 2014 à peu près. Hein. Et vous avez 3 millions de l'Université de Californie à San Francisco, l'Université de Californie à San Diego, c'est 2,5 millions de patients, etc. Et vous avez cette image qui vous donne une idée de ce qui se passe dans ce cadre. Il y a une autre initiative que je voulais vous citer rapidement, c'est OHDSI. OHDSI, ça se prononce Odyssey. OHDSI, c'est une initiative qui a été mise en place par Columbia University, qui se développe actuellement et qui intéresse plus de 20 pays, donc c'est à travers 20 pays. 600 millions de patients sont concernés par cette initiative. Vous voyez dans quel est l'ordre de grandeur et quelles sont actuellement les échelles dans lesquelles on se situe. Évidemment, pour faire de l'innovation, pour amener une reproductibilité des faits qui sont décrits, donc des standardisations finalement, on peut le dire de cette façon-là, créer une communauté. Odyssey est ouvert, hein, mais c'est une communauté qui intéresse pas uniquement le chercheur. La vision est quand même extrêmement intéressante de ce point de vue-là. C'est le chercheur, mais c'est aussi les professionnels de santé qui vont travailler à des soins, et c'est aussi les patients. Donc cette vision, elle est beaucoup plus élargie, et donc on est dans la vie réelle, beaucoup plus. Et on cherche à capter des données, à partager des données, évidemment avec une méthode adaptée, bien sûr, notamment en ce qui concerne les standards, mais pour rendre ces données accessibles et en tirer le meilleur parti. Et puis bien entendu, c'est pour améliorer la transparence dont j'ai parlé, qui est quand même un des fils conducteurs de cette démarche. En Europe, il y a un projet qui s'appelle Eureka, qui a été développé, voilà, vous avez l'adresse HTTP ici, qui... Je peux reprendre les 4 points que j'ai mis ici. Au cœur de ce problème-là, c'est l'interopérabilité des systèmes, c'est la sémantique partagée, et bien entendu, c'est à peu près les mêmes objectifs, accès aux données sur les patients, sur le long terme, pour avoir plus d'efficacité pour la recherche clinique notamment. Voilà ce que je pouvais dire sur ces développements. On va donc vers une vision systémique en conclusion. On va vers une vision systémique de la gestion et du traitement des données, avec des gens qui s'occupent d'élaborer et de promouvoir des standards. Je vous ai cité CDISC, je vous ai cité OMOP, je vous ai cité PECORI, il y en a d'autres. On est ici au niveau des standards, on constitue des réseaux et des plateformes, c'est Odyssey, c'est PECORNet et d'autres. Et c'est ensuite ces instituts qui développent des réseaux, soit thématiques comme Phelan-McDermid, soit
plus généraux dans certains cas, d'autres sont sur l'immunodéficience humaine, mais il y en a bien d'autres qui sont plus généralistes et qui prennent forme et qui se développent actuellement. Donc simplement, ce que je voulais dire en conclusion, c'est qu'il faut être absolument informé de cette évolution. Je suis sûr que nombre d'entre vous l'étaient déjà, et que ça n'a été que simplement se rafraîchir un petit peu la mémoire, mais c'est quelque chose dont tout chercheur doit se préoccuper aujourd'hui. On ne part pas de zéro, on ne fait pas sa petite base de données dans son petit coin, bien entendu, si on veut faire un travail sérieux, et on se préoccupe de savoir comment cette recherche va s'intégrer ou bénéficier de la recherche des autres. Et donc, il faut connaître ces démarches qui sont extrêmement puissantes et qui ne sont qu'au début. Ça démarre depuis 3-4 ans, et certaines sont encore plus récentes, de l'année dernière. Donc, en plus de ça, par ailleurs, vous avez vu sur le côté éditorial de la reconnaissance des recherches de la recherche scientifique, il y a des initiatives qui ont été annoncées, elles prennent corps petit à petit, et donc tout chercheur averti doit bien entendu tenir compte de cette évolution. Voilà, je vous remercie de votre attention.